Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Web TV, aujourd'hui consacrée donc au Blended Learning et plus précisément à une histoire d'équilibre. Alors, dans le cadre d'une situation pédagogique, notamment intégrant le numérique, les technologies, médiation et médiatisation doivent se compléter afin de constituer une nouvelle médiation pédagogique. Alors, par le petit schéma, on montre que la médiation est tout ce qui régit la relation de l'homme à l'homme, entre le formateur et l'apprenant, ou entre les apprenants entre eux, par exemple. Et la médiatisation sera consacrée dès lors qu'il y a une interface, donc un artefact entre le savoir et l'apprenant. Deuxième composante importante, à l'instar du couple médiation-médiatisation, cette fois on va parler de dosage entre l'interactivité et l'interaction. On le comprend aussi par le schéma, l'interaction est liée à la médiation, c'est-à-dire à la relation, l'échange, qui va être produit par le débat, la réponse spontanée entre, là encore, l'apprenant et le formateur, ou les apprenants entre eux. Et puis l'interactivité, c'est le feedback technologique, programmé, que le logiciel va pouvoir produire suite à une décision de l'apprenant. Alors, Charlier, Deschriver et Peraya, qui ont travaillé beaucoup sur la formation hybride ou la formation blended, donc en 2006, ont défini donc cette modalité comme un environnement technopédagogique et un dispositif qui va associer donc des formes complexes de médiation et de médiatisation. Alors, le petit schéma à l'écran indique que l'accompagnateur ou le système va être en relation avec l'apprenant. Lorsque c'est l'apprenant qui sollicite l'accompagnateur ou le système, ces derniers sont en mode réactif. Et au contraire, donc l'accompagnateur ou le système va pouvoir être en mode proactif, c'est-à-dire aller réveiller, provoquer l'apprenant dans le cadre de son apprentissage. Alors, on le voit en fait en dosant médiation, médiatisation, interaction, interactivité. On va pouvoir déplacer le curseur sur une infinité de positions entre les deux extrêmes et donc définir une très grande variété de dispositifs blended. Alors, le fait de placer les curseurs vont dépendre de nombreux choix, on va en énumérer quelques-uns juste après, mais des contraintes environnementales ou économiques peuvent être aussi des raisons pour lesquelles on choisit un positionnement particulier. Alors, ces auteurs donc, que j'ai déjà cités ont travaillé sur 5 grandes variables qui constituent en fait des éléments influents pour qualifier le dispositif blended. La première, c'est l'articulation entre les phases présentielles et distancielles. On imagine mal, en fait, effectivement, un dispositif où, de manière totalement autonome, des séquences seraient vécues en présentiel et ou en distanciel et qui seraient vécues sans lien, sans fil rouge, sans cohésion. Donc on va vraiment faire en sorte que l'ingénierie pédagogique, la stratégie pédagogique donc imaginée dans le cadre d'un dispositif blended, fasse en sorte qu'il y ait un continuum et qu'il y ait une cohérence entre ce que je vais vivre à distance et ce que je vais vivre en présence. Alors ça peut revêtir diverses formes, comme par exemple acquérir un SMIC culturel à distance pour pouvoir ensuite débattre en présence avec mes pairs, ou au contraire, dans le cadre d'une classe inversée, donc bénéficier des savoirs, etc., et puis ensuite venir discuter tous ensemble. La deuxième composante influente, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, donc, avec plusieurs types de composantes, elles vont bien sûr être cognitives ou pédagogiques, elles vont être socio-affectives, dans le cadre de l'encouragement, de la compréhension d'une rupture, d'un abandon, etc. Elles vont être motivationnelles, là encore, et puis aussi métacognitives. Donc cet accompagnement, il est vraiment indispensable et il va vraiment faire en sorte que la centration technologique soit finalement secondaire. Troisième variable importante, c'est la relation entre la médiatisation et l'interactivité, c'est-à-dire le feedback que la machine va pouvoir produire, qui est à opposer ou qui est à regarder, avec celle de la médiation et de l'interaction. Ça, c'est un feedback, cette fois spontané, lié à un échange spontané entre des individus.
Et puis enfin, toute dernière variable, et je m'aperçois qu'elle manque sur la diapositive, c'est le degré d'ouverture du dispositif, c'est-à-dire la liberté qui est accordée à l'apprenant de planifier ses apprentissages, d'ouvrir et de ne plus être contraint par une guidance extrêmement fermée. Alors, en partant du triangle de Housey, donc Poisson a rajouté donc une nouvelle donnée qui transforme le triangle en pyramide et qui va être extrêmement éclairante pour marquer les différentes postures, les différentes modalités pédagogiques que l'on va pouvoir rencontrer dans le cadre d'une formation blended. Alors, il en détecte quatre comme les phases de cette pyramide. La première, c'est la formation. On sait que classiquement, c'est la relation qui va lier donc l'apprenant, le formateur et le savoir, de manière tout à fait classique. La deuxième situation, c'est l'auto-formation, qui lie l'apprenant, le savoir et les ressources. Troisième modalité, c'est la médiation entre l'apprenant, les ressources et le formateur. Et enfin, la médiatisation, qui est caractérisée ou symbolisée par la relation entre les ressources, le savoir et le formateur. Donc je trouvais que cette représentation était intéressante parce qu'elle montrait les différentes postures qui allaient placer l'apprenant dans des différentes phases de son apprentissage en blended. Jaillet a développé encore cette pyramide pour créer un tétraède, donc en intégrant donc de nouvelles dispositifs. Cette nouvelle variable, en l'occurrence, c'est le groupe. Et c'est ce qui va permettre sans doute d'apporter donc une dimension qui jusqu'à présent manque beaucoup dans le cadre des formations portées par le numérique, c'est le socio-constructivisme. Donc c'est le fait que l'on va pouvoir débattre et que l'on va pouvoir s'enrichir et bouleverser nos représentations mutuellement entre apprenants. Alors pour finir, je vous propose un modèle personnel, alors qui n'est pas du tout académique, qui est une représentation vraiment très basique, mais qui, à mes yeux, a le mérite de montrer cette histoire d'équilibre dont je parlais. Donc pour cela, on va imaginer un triangle vide, donc, qui peut être comblé par des ballons que l'on peut gonfler ou dégonfler. Les trois sommets représentent trois buses dans lesquelles on va pouvoir gonfler les ballons. La première, donc celle qui est tout là-haut, c'est l'apprenant. L'apprenant, en fait, son ballon sera gonflé ou dégonflé selon qu'il soit très motivé, très autonome, selon qu'il ait compris le sens de la formation, selon qu'il soit très impliqué ou pas. L'outillage à droite, c'est gonfler ou dégonfler selon que cet outillage soit très riche ou au contraire très pauvre. Beaucoup d'applications préconstruites, des activités prévues et montées sur une plateforme, etc., etc. Et puis, dernière buse, donc celle de gauche, va jouer sur le formateur. Ce formateur est-il très présent ou très absent, très intrusif ou au contraire très en retrait? Alors, l'idée est la suivante, c'est que vous l'imaginez, donc ces ballons vont se gonfler ou se dégonfler au fur et à mesure donc, de nos investigations. Première cas de figure, c'est donc des apprenants extrêmement motivés. On le voit ici, le ballon occupe une majeure partie du triangle. Il peut se satisfaire donc d'une médiation et d'une médiatisation relative. C'est le cas en université pour un master ou pour des doctorants dont on sait qu'ils ont tout à fait compris l'intérêt de se former, qu'ils ont les capacités de s'auto-former, de chercher l'information, et que finalement le recours à l'outil ou au formateur peut être secondaire. Alors, en Greta, c'est une caractéristique de public que l'on rencontre peu. On a sans doute davantage donc, des apprenants qui présentent des caractéristiques plus laissant un vide plus important dans notre triangle qu'il va falloir combler. Donc première hypothèse, première solution, c'est de combler l'espace essentiellement par de la médiation. Cette représentation à l'écran montre un peu ce qu'est le présentiel enrichi. Donc le formateur est très présent, l'outillage est secondaire, et on voit bien que l'équilibre que l'on cherche à trouver, c'est faire en sorte que l'espace soit occupé. Donc l'absence de motivation, de prérequis ou d'autonomie de l'apprenant est comblée par le fait que le formateur est très présent et il s'appuie sur quelques outils. Il y a une deuxième hypothèse, toujours en partant du même capital de l'apprenant, cette fois qui consiste à s'appuyer sur un gros capital technologique, en tout cas un gros capital
de ressources conçues en amont de la formation. Et on le voit sur ce schéma, donc la médiation, la partie formateur, est pour le coup réduite. Alors, je représente ici deux extrêmes, mais vous voyez que ces ballons peuvent se gonfler et se dégonfler, et donc peuvent faire en sorte d'occuper un ensemble vide de notre triangle, selon, eh bien, ma foi, des circonstances qui sont propres à chaque situation. Ce sont l'absence ou la présence, par exemple, de ressources plus ou moins riches, auquel cas donc, l'outillage peut être important. C'est par exemple l'importance que l'on accorde au caractère socio-affectif et donc au fait que l'on majore peut-être l'accompagnement humain. Ou ça peut être des contraintes financières qui visent par exemple donc, une intervention humaine qui pourrait être un peu plus réduite. Pour finir, dernière diapositive qui explique que ces schémas vont induire aussi un modèle économique qui fera l'objet donc d'une prochaine Web TV. Mais le modèle économique de notre blended learning va être défini finalement par cet équilibre entre le formateur et l'outillage. Dans le schéma situé à gauche, on voit que le formateur étant très présent, eh bien, les frais de fonctionnement seront majoritaires. Le fonctionnement, c'est je paye une personne physiquement pour être présente, donc c'est du temps homme consacré en lien physique. Dans le cas de droite, où là cette fois j'ai majoritairement donc, des ressources qui sont mises en œuvre plutôt que le formateur, on est sur des dépenses qu'on va qualifier d'investissement. Les ressources, on les aura achetées sur étagère, sur ce qu'elles existent, ou on les aura produites parce qu'elles n'existaient pas, et donc on aura investi du temps, de l'énergie, pour faire en sorte que ces ressources puissent être mises en jeu. Voilà, ainsi s'achève cette Web TV. Donc une prochaine portera justement sur les modèles économiques et sur le fait que l'on puisse apprécier les investissements et le fonctionnement nécessaire à son fonctionnement. À bientôt.